En 2006, le Mali pense avoir évité une nouvelle guerre. Un accord est signé à Alger, les armes doivent se taire, les combattants doivent rentrer dans le processus de paix. Et l'État promet développement, réinsertion et sécurité dans le nord. Mais très vite, une réalité s'impose. La paix existe sur le papier, pas encore sur le terrain. À Kidal, certains reviennent. À Tegargar, d'autres restent dans le maquis. Et dans l'ombre, un homme refuse de tourner la page. Ibrahim Agbanga. Pendant que certains acceptent de déposer les armes, lui choisit de garder le rapport de force. Entre 2007 et 2009, le nord du Mali entre dans une nouvelle zone grise. Rébellion, trafic, prise d'otages et implantation progressive du GSPC devenu AQMI. Cette fois, le conflit ne change pas seulement d'intensité, il change de nature. Bienvenue dans Chronique Sciencée. Aujourd'hui, épisode 5 de notre série 2007-2009, le feu sous la cendre. On ouvre le dossier juste après le générique. Neuf mois après l'accord d'Alger, Bamako veut montrer que la paix avance. En mars 2007, les mutins acceptent de quitter leur refuge. Ils reviennent à Kidal, ils doivent rendre les armes et les équipements emportés lors des événements de mai 2006. Une cérémonie symbolique est organisée. Des armes sont brûlées. L'État promet d'intégrer plusieurs centaines d'hommes dans les forces armées et de sécurité. Quelques jours plus tard, Kidal accueille un forum consacré au développement du Nord. Le Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga vient présider l'ouverture. Le président Amadou Toumani Touré se déplace pour la clôture. Les annonces sont fortes. Route, aéroport de Kidal, aéroport de Gao, hydraulique, élevage, commerce avec l'Algérie et réhabilitation de l'usine de phosphate de Tilemsi. Sur scène, le message est clair. La paix ne sera pas seulement militaire, elle sera aussi économique. Mais derrière les discours, une question reste entière. Qui contrôle réellement le Nord? C'est ici qu'Ibrahim Bahanga devient le personnage central de cette séquence. Il ne veut pas d'une paix qui repose seulement sur des promesses. Il ne veut pas déposer les armes sans garantie forte. Dans le récit de cette période, il est souvent présenté comme l'électron libre de la rébellion, celui qui refuse la normalisation, celui qui considère que la pression militaire reste le seul langage efficace face à Bamako. Le 11 mai 2007, il attaque le poste de Tinzawaten. Quelques jours plus tard, les 26 et 27 mai, une quarantaine de soldats de l'armée régulière est capturée. Le message est brutal. Pour Bahanga, l'accord d'Alger n'a pas réglé le problème. Il a simplement déplacé la crise. En juillet 2007, il élargit son action en se rapprochant des rebelles nigériens. La crise dépasse alors les frontières du Mali. Puis en septembre, il prend ses distances avec l'ADC. Il fonde l'Alliance Touareg du Nord du Mali pour le changement, la TNMC. À partir de ce moment, on n'est plus seulement dans la suite de la rébellion de 2006, on entre dans la guerre de Bahanga. Face à cette reprise des hostilités, Bamako ne s'appuie pas seulement sur l'armée régulière. L'État cherche aussi des relais locaux, des hommes qui connaissent le terrain, des hommes capables de faire face à Bahanga dans le désert. Deux noms deviennent importants, El Hadj Ag Gamou et Mohamed Ould Meïdou. Gamou représente une ligne Touareg loyaliste, un officier resté fidèle à l'État malien. Ould Meïdou, lui, s'inscrit dans les réseaux arabes du Nord. Cette stratégie permet à Bamako de répondre plus vite sur le terrain, mais elle crée aussi un autre problème. Le conflit devient de plus en plus fragmenté, de plus en plus local, de plus en plus communautaire. Au lieu de restaurer directement l'autorité de l'État, Bamako délègue une partie de la sécurité à des équilibres locaux. Et cette méthode va laisser des traces profondes. Pendant que l'État et les rebelles s'affrontent, une autre réalité s'installe. Le Nord devient un espace de circulation, un espace où passent les hommes, les armes, les marchandises et les rançons. Les routes du désert deviennent des routes économiques parallèles. Cigarettes, armes, drogues, otages. Certaines personnes guident les convois, d'autres sécurisent les passages, d'autres encore facilitent les transactions. À partir de 2005, le trafic de cocaïne prend une dimension nouvelle dans le Sahara. Et en 2009, l'affaire dite cocaïne devient un symbole. Un vieux Boeing venu d'Amérique latine atterrit dans le
désert vers Tarkint au nord de Bourem. Il aurait transporté de la cocaïne. Après le déchargement, l'appareil est incendié. Cette scène résume le basculement. Le nord n'est plus seulement un espace de revendications politiques, il devient aussi un espace de trafic international. Et dans le même temps, le GSPC algérien devenu AQMI consolide son implantation. Des noms apparaissent dans le réseau saharien. Mokhtar Bel Mokhtar, Abou Zeid, Abdelkrim El Targhi. Des bases s'installent dans l'Adra des Ifogaz et dans la zone de Timirétine. Le désert devient progressivement un sanctuaire. À partir de janvier 2009, le rapport de force change. L'armée malienne reprend l'initiative. Le 9 janvier, la base arrière de Bahanga à Tin Salak est prise et détruite. Le 29 janvier, ses hommes subissent une lourde défaite à Toulouse-Sémine. Bahanga est affaibli, isolé, mis en difficulté dans son propre camp. Finalement, il prend la fuite vers la Libye. Après son départ, plusieurs centaines de rebelles reviennent à Kidal. Une nouvelle cérémonie de paix est organisée, des armes sont remises, des engagements sont encore annoncés. Mais là encore, la paix reste fragile parce que le problème ne se limite pas à Bahanga. Le problème, c'est le vide laissé par l'État, le développement promis qui tarde, la sécurité confiée à des équilibres locaux et l'installation progressive de nouveaux acteurs dans le Sahara. Entre 2007 et 2009, le Mali gagne peut-être une bataille militaire, mais il ne règle pas la crise du Nord. L'accord d'Alger a montré ses limites, Bahanga a rallumé le feu, les trafics ont prospéré, AQMI s'est installé. Et l'État malien apparaît de plus en plus contesté dans sa capacité à contrôler son territoire. Dans le prochain épisode, nous verrons comment cette fragilité va ouvrir la voie à de nouvelles organisations politiques et militaires. C'était Chronique Sciencée, comprendre l'histoire pour éclairer le présent. À très bientôt.